La guerre a laissé des traces, des vestiges qui s'enfuissent, ou que le souffle du temps érode peu à peu, comme il chasse un à un les hommes et leurs histoires. Berlin, Saint-Sylvestre 1914. L'empereur et son état-major semblent fermement décidés. En mai 1914, l'état-major allemand pousse le gouvernement à déclarer la guerre à la Russie. Après l'attentat de Sarajevo, le gouvernement de Berlin encourage les Autrichiens à entreprendre une action contre la Serbie, avec succès. L'empereur. Les manigances de l'ennemi remplis de haine me contraignent à sortir mon épée pour préserver l'honneur de ma monarchie. L'Autriche est en état de guerre. Le peuple est en liesse, comme si chacun s'attendait à recevoir quelques hectares des Balkans en récompense. Berlin, 1er août, mobilisation générale. Au balcon, Guillaume déclare « Nous espérons que notre bonne épée allemande sortira vainqueur de la bataille. » Le Frankfurter Zeitung écrit « Jamais Berlin n'a connu une telle liesse. » Le minerai lorrain attise les convoitises. Enfin, cette paix malsaine qui paralysait tout était terminée. Sus à l'ennemi. Sus à l'ennemi, pense-t-on aussi à Munich. Dans la foule, un belliqueux réformé nommé Hitler. À Berlin. Les Français, fatigués de la paix, se réjouissent de la victoire par anticipation. Ils espèrent conquérir des territoires, l'Alsace et les régions perdues de la Lorraine. Ainsi, presque toute l'Europe succombe étrangement à l'envie de mourir sur le champ d'honneur. Guillaume II devant le Reichstag. Nous n'avons pas de velléité conquérante. La défense des foyers allemands commença par l'exécution d'un plan d'attaque mûri de longue date. Première victime, la Belgique neutre. Les troupes allemandes progressent jusqu'à la Marne. Les combats s'arrêtent, faute de combattants, après que 300 000 hommes ont été transpercés, éventrés ou déchiquetés. Chers citoyens, demandez la fin de ce cauchemar, de cette boucherie inique. Reconnaissance infinie pour votre dévouement à la grande cause de l'humanité. Un poilu au 10e de ligne. 26 juin 1916. Monsieur le député, si la Chambre vous a hué, nous sommes des millions et des millions pour vous applaudir. Vous êtes le premier qui avez osé crier ce que nous pensons tous.
Stanislas recevra pour son courage la médaille de Verdun. Édouard Bonnaffé est affecté en juillet 1915 comme adjoint au commissaire militaire des gardes d'Étaples grâce à sa parfaite connaissance de la langue anglaise. Étaples était un des camps où se formaient et se reformaient les armées britanniques engagées sur le front du Nord-Est. Édouard, le 27 mai 1917, est nommé commissaire du groupe des gardes de Saint-Omer. Situé à l'arrière du front, la région de Saint-Omer était particulièrement visée par l'aviation ennemie. Édouard eut d'abord une citation à l'ordre de la direction de l'arrière qui lui valut la croix de guerre, puis la croix de la Légion d'honneur à titre militaire. En 1917 éclate la révolution russe. Lénine arrive au pouvoir, marquant la fin de la lignée des tsars. Le peuple est en liesse. Charlot continue sa carrière de vagabond et de clochard sur les écrans. Rodin, sculpteur au talent immense, meurt à Paris. Stanislas et Jacques veulent s'engager dans l'aviation. Jacques ne sera pas incorporé, sa vue est trop défaillante. Il intégrera le 10e régiment qui expérimente, comme les forces anglaises, les premiers chars d'assaut. Stanislas est intégré dans l'armée de l'air comme aspirant observateur et sera nommé sous-lieutenant de l'escadrille SAM 18. L'observateur devait être le plus concentré possible car il devait à la fois surveiller dans l'air les avions et prendre en compte, depuis la terre, les tirs puissants d'artillerie. Stanislas sera blessé à 2 reprises en service commandé. À l'atterrissage, son avion accroche des fils téléphoniques et s'écrase sur le sol. Il sera blessé à la tête. La 2e fois, son avion sera pilonné par l'ennemi. Il est blessé par un éclat d'obus au pied droit et au ventre. En juillet 1918, Marie-Antoinette Thérèse Bonnaffé, fille de Pierre et Marie-Louise Bayle, épouse Christian Perrier d'Hauterive, lieutenant-colonel d'infanterie. Ils auront 4 enfants à Tarbes.
Henri en 1920, Marguerite en 21, Marie-Louise en 22 et Jeanne en 26. Le 11 novembre 1918, l'Allemagne capitule. La paix est signée à Versailles le 28 juin 1919. Pour construire les régions et les villes dévastées, tout le monde compte sur les indemnités de guerre versées par l'Allemagne. Et l'Allemagne ruinée ne paiera pas, et l'État doit emprunter aux Français. L'activité économique reprend pourtant. Les voitures circulent de plus en plus. La radio entre dans les maisons. Les premiers réfrigérateurs font leur apparition. Le jazz venu des États-Unis emplit les corps et les têtes. Ce sont les années folles. Les Français retrouvent le plaisir, la fête, découvrent le tango, le charleston, le whisky. Édouard et Charlotte, son épouse, habitent avec ou sans réfrigérateur 62 rue Cortambert. Le mouvement Dada et le surréalisme bouleversent le monde littéraire et artistique. Montparnasse devient le lieu culturel du tout Paris. Les femmes commencent à s'émanciper. Robert Wiene transpose l'expressionnisme allemand au cinéma avec le cabinet du docteur Caligari. Stanislas épouse à Bruges Clara van de Viver, d'origine flamande, qu'il avait rencontrée à la fin de la guerre dans une famille d'accueil. Ils iront habiter Oran, en Algérie, pendant 2 ans, où Pierre et Monique naîtront respectivement en 1920 et 1921. William, fils de Léon et petit-fils de Jules, le sculpteur, avait déjà montré l'exemple en vivant en Indochine, au Cambodge et en Cochinchine. Je suis né à Oran le 29 octobre 1920, ce qui me vaut d'être point de vue militaire, la classe 20. Au moment de la guerre, ça aura une certaine importance. Je ne ferai pas mon service militaire en 1940. La guerre est éclatée. Mobilisé lors du premier conflit mondial où il sera blessé 2 fois, il obtiendra la croix de guerre avec palme, comme pour Stanislas, son cousin lointain, et 4 citations à l'ordre de l'armée. Il sera fait chevalier de la Légion d'honneur en 1920. Après André et Elda, Marguerite, la femme de William, mettra au monde à Saïgon des jumeaux, Anne-Marie et William. Jacques avait entre-temps décidé de poursuivre ses études à l'école du génie maritime et sera promu en 1919 au grade d'ingénieur de première classe du génie maritime. Il se marie la même année avec Élisabeth Mercier qu'il avait connue grâce à son capitaine. De 1920 à 1923, comme ingénieur à l'arsenal de Brest, il est chargé de la construction des sous-marins. En 1924, il est promu au grade d'ingénieur principal pendant que Stanislas, revenu d'Algérie, s'installe à Gand, en Belgique, pour tenir un commerce de papeterie avenue Reine-Élisabeth. Bon, enfin revenons donc au retour d'Algérie. Là, mon père a dû quitter les armes. Il rêvait un peu de faire Saint-Cyr, mais je trouvais qu'il n'avait pas réussi le concours. Alors il avait réussi des concours de commerce. Donc il a fait du commerce en Algérie. Et en Belgique, il est venu chercher un travail plutôt d'imprimeur, parce que ses beaux-parents étaient imprimeurs à Bruges. Et il s'est installé finalement à Gand, avec un petit atelier en association, disons. Son atelier ne lui appartenait pas, hein, et papeterie, on vient de papeterie. Et nous avons toujours habité à Gand, l'avenue Elisabeth, qui donne juste devant la gare de Saint-Pierre, dans 3 maisons différentes.
La troisième ayant été devenue une propriété. J'ai toujours entendu parler que c'était sous le couteau sous la gorge, comme on dit, qu'ils devaient bâtir ce terrain qu'ils avaient acheté, sans avoir entendu. Enfin, grâce à un architecte, Adrien Bressers, qui a fait des plans très habiles sur ce terrain qui était tout en triangle, en pointe, on a habité cette maison de la rue Isabelle pendant très longtemps. C'est là que la famille s'est développée. Mais bien sûr, j'ai des souvenirs des premières maisons quand même, où il y avait un petit jardin, où il y avait une loggia qui donnait sur la rue, une maison du style de 1914, quoi, c'est une maison ancienne. Bon, voilà. Et voilà le commerce, il y avait le magasin en bas, il y avait les voyages de papa tous les jours pour recueillir des registres, faire des registres pour les clients. Et puis, tous les 5 ans, il y avait les Floralis. C'était le grand commerce à ce moment-là. Nous n'étions pas sur le meilleur côté de la rue, mais enfin, on vendait quand même beaucoup de cartes postales et de choses intéressantes pour les touristes qui venaient à Gand. En 1922, Jacques devient père d'une première fille, Jacqueline. Elle décédera en 2000. On n'est pas doué, dans la famille Bonafé, on n'est pas doué pour l'argent. Ça alors, ni les uns, ni les autres. C'est rigolo, hein, sur 7 enfants. On n'est pas foutu de faire du fric. Moi, j'aurais pu faire un fric fou avec ma Kinésie, elle m'a dit tout. Rien. J'ai une petite retraite, là. Heureusement, j'ai mon appartement quand même. Mais ça, la famille Bonafé, on ne sait pas faire d'argent. Bon, alors André a fait de mauvaises affaires, il a été donc rapatrié. Enfin, il s'est rapatrié et sa belle famille va trouver une situation à Bordeaux. De 1924 à 1931, les naissances des enfants de Jacques et de Stanislas vont s'entrecroiser entre Brest et Gand. En 1924, Agnès, fille de Stanislas, et Henri, fils de Jacques. En 1925, André, fils de Jacques. En 1926, Marie-Françoise, fille de Stanislas, décédée la même année. En 1927, Jean, fils de Stanislas, et Christiane, fille de Jacques. En 1929, Michel et Pierre-Jean, fils de Jacques. En 1931, Geneviève, fille de Stanislas, sera la dernière enfant de cette génération. Le krach boursier de New York en 1929 plonge l'Amérique dans le chômage, la misère et les suicides. L'onde de choc de la débâcle économique frappe l'Europe en 1930. La France élit sa première ministre. Joseph von Sternberg fait découvrir au monde Marlène Dietrich dans L'Ange bleu. Buñuel réalise son film L'Âge d'or, qui sera par la suite interdit d'écran pendant 30 ans, suite aux manifestations de l'extrême droite et aux plaintes des ligues catholiques intégristes. Abel Gance prédit la fin du monde. En 1930, Elda, fille de William, épouse à Phnom Penh, au Cambodge, Paul-Henri Bernard, dont elle aura un enfant, Olivier Bernard, qui naîtra à Neuilly-sur-Seine en 1936. Paul-Henri Bernard et Elda entreront dans la résistance et participeront activement. Elda sera décorée de la médaille de la résistance. Elle est, en 2001, la doyenne de la famille avec ses 90 printemps. J'avais fait une escapade dans le Midi, où les Italiens étaient installés, et j'avais des amis qui m'avaient accueilli dans leur maison, et puis je suis revenu à Paris, et je suis donc allé à l'appartement de Paul Bernard. Et le soir même, il y a un coup de téléphone, je n'osais pas répondre, j'avais peur. Et des Allemands dans tout le En 1934, 2 grands-parents vont mourir la même année. Édouard, père de Stanislas et de Jacques, meurt à Paris le 19 janvier à l'âge de 67 ans. Puis William, le père d'André, Elda, Anne-Marie et William Junior à Rouen, le 11 mars à l'âge de 52 ans. Une fille, Chantal, vous voyez, qui a été mariée, qui a donné une petite fille. Oui. Et ma petite fille a eu 2 enfants, je suis arrière-grand-père. Ah oui, vous êtes arrière-grand-père. Donc vous avez une fille, Chantal. Il y a un petit-fils qui a 50 ans. Il y a un fils qui est Jonathan. Et comment la fille de Chantal, Céline, a donné un petit garçon et une petite fille.
1935. Nous voici de retour à Bordeaux, refuge du gouvernement devant l'offensive allemande en 1914. François, l'avocat, fils de Pierre, y épouse le 24 septembre 1935 Jeanne-Marie Mouna Dane, née à Arès, en Gironde. Il a eu quand même, il n'avait pas une situation d'avocat très renommé à Bordeaux. Ça, il a fait sa profession honnêtement et on a vécu. Avec 5 enfants, ça a été très dur, mais nous avons vécu. Un premier enfant né à Bordeaux, Monique. Jacques, ingénieur principal à l'Arsenal, est obligé de rentrer dans le privé suite à ses faibles revenus. Il devient sous-directeur au chantier de la Gironde à Bordeaux en 1931. Les chantiers fermeront en 1936 du fait de la crise économique et politique. Depuis 1933, Hitler est au pouvoir en Allemagne. Une Allemagne humiliée, ne cessant de verser des réparations à la France. L'Allemagne et l'Italie soutiennent le régime totalitaire du général Franco dans la guerre civile espagnole contre les communistes. Aux élections de mai 1936 en France, les socialistes et les communistes réunis en un front populaire remportent les élections. Dans les temps modernes, Chaplin se trouve pris dans l'engrenage infernal de son usine géante et bientôt écrasé par les cadences insoutenables auxquelles il est soumis. En avril, Jacques devient adjoint au directeur des établissements des ateliers et chantiers de la Loire à Saint-Louis. Des générations de plus en plus fortes, viriles et joyeuses. Durant l'été 36, de grandes réformes sont réalisées entre gouvernement, patronat et syndicats. Et ces hommes Augmentation des salaires, qui pour la première fois apparition des congés payés, semaine de 40 heures, création d'auberges de la jeunesse. Et les congés payés arrivent sur la côte normande. Jean Renoir réalise La Grande Illusion en 1937 et Walt Disney emmène Blanche-Neige sur les écrans. Jacques est nommé le 20 septembre 1937 directeur des ateliers et chantiers de la Loire à Saint-Nazaire, juste après les grèves du Front populaire. Des milliers de travailleurs partent en train ou à vélo pour découvrir la mer pendant que les capitaux fuient, la production stagne et les grèves se poursuivent.
À Saint-Nazaire, il y avait un directeur qui était très âgé et qui devait prendre sa retraite. Et c'était un certain monsieur Maurice qui devait le remplacer. Et monsieur Maurice est mort. Et c'est mon père qui a été nommé directeur. Les chantiers de la Loire commencent deux grands ouvrages sous la direction de Jacques. Le cuirassé Jean Bart et le remplacement du lancement des navires sur cale inclinée par une souille profonde communiquant avec la Loire via une porte mobile flottante, système révolutionnaire à l'époque. C'était un nouveau procédé de lancement. Au lieu de lancer le bateau sur un plan incliné, on le mettait dans une souille qui était à niveau zéro, et à côté, il y avait ce qu'on appelle la souille profonde. Alors le principe était, on remplissait les deux souilles, le bateau passait de la souille niveau zéro à la souille profonde, et il sortait par une porte écluse spécialement aménagée. Et tout ça, ça a été fait pendant la construction du Jean Bart. Le Jean Bart a été construit, si vous voulez, sur un terre-plein. On a construit la forme autour, et en juin 40, les Allemands arrivant, il fallait coûte que le bateau parte, pour ne pas tomber aux mains des Allemands. Alors ils ont mis les bouchées doubles, ils ont fait travailler 24 heures sur 24, ils ont fait venir les derniers éléments qui étaient absolument indispensables à la navigation. Le bateau était fin prêt pour la fameuse marée du 18 juin, je crois que je peux peut-être me tromper sur la date. Donc il est parti de nuit, ils avaient fait venir les gros remorqueurs du Havre, le Minotaure et puis un autre, et plus tous les remorqueurs de Saint-Nazaire, parce qu'il y avait très peu d'eau sous la coque du bateau. Alors le bateau est parti doucement, il est sorti, il s'est échoué 2 ou 3 fois, il a réussi à partir, et devant Saint-Nazaire, ou à la sortie de Saint-Nazaire, il a été pris à partie par deux avions allemands qui l'ont bombardé. Léon Blum, dirigeant socialiste du gouvernement, démissionne en juin 1937 et les radicaux prennent la direction. Les grèves reprennent alors qu'Hitler annexe l'Autriche en mars 1938, puis la Tchécoslovaquie. Marcel Carnet réalise son Hôtel du Nord et Marcel Pagnol, la femme du boulanger. La menace d'une guerre avec l'Allemagne se fait de plus en plus précise. Pour Marcel Carnet, le jour se lève. Les nazis envahissent la Pologne le 1er septembre 1939. La guerre est déclarée. Mobilisés dès le 1er septembre 1939, les Français partent au front ayant encore en mémoire le sinistre bilan de la Première Guerre mondiale. Aucun Bonafé n'est alors mobilisé. Le moral est au plus bas. Tout le monde s'attend à une guerre longue, mais l'armée allemande opte pour la guerre éclair. Les Pays-Bas et la Belgique sont envahis par les Allemands dès la première vague d'assaut. Les bombardements sur les principaux aérodromes s'intensifient. Les Allemands percent le front dès le 6 juin. Le 10, le gouvernement français évacue Paris pour Tours, puis Bordeaux. Le même jour, Mussolini déclare la guerre à la France. Pris de peur et de panique, près de 8 millions de civils entament un exode sur les routes de France. C'est la débâcle. Le 17 juin, Pétain, le héros de la Première Guerre mondiale, déclare à la radio « C'est le cœur serré que je vous dis, il faut cesser le combat ». Le 18 juin, le général de Gaulle, réfugié en Angleterre, lance sur les ondes un appel à la résistance générale. Le 19, à 5 heures du matin, Jacques prépare le départ du Jean Bart. L'œuvre de sa vie s'enfuit à l'aube. Jacques doit faire face aux exigences de l'ennemi. Il faut donner du travail pour éviter la déportation des ouvriers. Et Charlie Chaplin montre à la face du monde le dictateur. Paul Éluard écrit un poème qui s'intitule tout simplement Courage. Alors, déclenchement de l'offensive, là, il a fallu plier bagages. Les jésuites m'ont donné un vélo. Puis il y avait un copain qui passait, là, qui venait de Belgique aussi, qui avait un vélo aussi, donc on a pris la route à deux. L'Exode,
Exode, sur les routes, on n'était pas tout seul. Hein. Il y avait toute l'armée française en déroute, il y avait toutes les civils aussi qui partaient pour échapper au feu. Enfin, moi j'étais de la classe 20, donc je devais devenir soldat. J'avais quelques raisons tout de même de vouloir aller plus loin. Et je suis allé comme ça en vélo jusqu'à Saint-Nazaire. Le maréchal Pétain reçoit les pleins pouvoirs du gouvernement réuni à Vichy, qui offre de collaborer avec Hitler et d'organiser le recensement de tous les juifs de France, sommés alors de porter l'étoile jaune. Vichy et la Gestapo, la police politique du Troisième Reich, organiseront périodiquement des rafles de juifs en partance pour les camps, dont celui de sinistre mémoire du Vélodrome d'hiver, le Veldiv, à Paris. En 1943, le général de Gaulle installe un gouvernement provisoire à Alger. Pierre, premier fils de François et de Mouna, va naître cette même année à Bordeaux. Les forces françaises libres s'organisent. Pourchassés par la Gestapo et la milice regroupant tous les collaborateurs, 20 000 résistants seront torturés et fusillés. 40 à 60 000 d'entre eux seront déportés. J'ai fait mes chantiers de jeunesse à Boloris, et puis de là, la milice nous a piqué et nous a envoyés en Allemagne, où j'ai passé 2 ans et demi. Ah oui, qu'est-ce que vous avez fait en Allemagne Fraiseur. Ah, dans les usines Travaux forcés Et oui. Et ben on s'en est tiré quand même. Hein. Ouais. J'étais dans un très bon endroit, c'était l'atturage. Magnifique. Ah oui, vous avez vu. Le 6 juin 1944, une flotte immense protégée par un important bouclier aérien réussit à faire débarquer sur les côtes normandes une armée composée d'Anglais, d'Américains et de Canadiens commandée par le général Eisenhower. La résistance intervient massivement. Paris est libéré par le général Leclerc le 25 août 1944. Ces résistances, c'est un peu l'amour de faire la guerre, quelquefois aussi d'avoir une arme, un revolver. Alors il tirait tout de suite dès qu'il voyait un bonhomme de l'autre côté. Et moi je tirais exprès de l'autre côté. Bon. J'ai pas du tout envie de tuer quelqu'un. Bon. Il y a aussi des opérations de... Il y a aussi quelques attaques des Allemands, des sorties. Alors moi j'ai pas été pris dans une de ces sorties, quelquefois des petites attaques aussi comme ça. Mais j'ai été pris un jour dans un ramassage de gens qui avaient été tués dans une sortie. Ramasser des cadavres dans un ruisseau, c'est pas très gai non plus. Et puis après, on a fait aussi un peu de déminage. On a appris un petit peu les différents types de mines. Et on minait certains coins, puis on en déminait d'autres. C'est un travail pas facile. Quelques-uns, ils sont morts d'ailleurs, hein, sur ce truc-là. Voilà, et puis ça a traîné comme ça jusqu'à l'armistice. Jusqu'à l'armistice. 3 jours après, Bordeaux sera libéré. Le second fils de François, Jean-Michel, n'a alors que 4 mois. C'était indévalissable. Alors c'est pas avec des bombes incendiaires qui pouvaient démolir ce truc. Il a été libéré, hein, parce que Saint-Nazaire a été libéré que le 11 mai, c'est-à-dire 2 jours après l'armistice. Hein, il restait quand même, pendant l'empochage, ils étaient absolument sans nouvelles. Hein. Les Allemands ne laissaient pas filtrer toutes ces informations-là. Et bien, quand lui, il a eu la connaissance des camps de la mort et tout ça, mais il a été complètement sidéré, et anéanti, le terme anéanti, parce qu'il avait une admiration pour la culture allemande, tout Goethe et compagnie, tous les grands musiciens, tout
Ça a été tellement bien caché par les Allemands. Quand on dit qu'on était au courant, c'est complètement faux. Il y avait peut-être quelques types qui savaient, mais c'était l'impensable. C'était absolument impensable à l'époque qu'on fasse... On a vu partir des Juifs, hein, mais les gens s'en préoccupaient pas tellement, parce qu'il y avait une telle propagande anti-juive d'une part, et en 1940, la France a été extrêmement traumatisée par la défaite. Hein. Personne s'y attendait à cette défaite, tout le monde a été sur les routes, l'Exode et compagnie. Hein. Mais il y a des gens qui tout de suite ont dit en août ou en juillet 40, on dit mais on en est arrivé là, c'est par la faute des Juifs, ce sont les Juifs qui ont mené la France au désastre. Et je vois encore les affiches de l'époque, hein. Si bien que les Allemands, et une certaine partie pas de la population, mais de l'élite française, était très antiraciste, hein, et très anti-juive, et avait sauté sur cette occasion-là pour trouver des coupables. Il fallait trouver un coupable. Et bien, le coupable, c'était le juif. Et ça a tellement bien marché que quand les Allemands piquaient les Juifs, mais il n'y a pas eu de réaction. Et d'ailleurs, on ne savait pas, ils partaient pour des camps, travailler dans des camps à l'Est, dans les pays nouvellement conquis, ils allaient trouver du travail et tout, mais c'était impensable, mais impensable, hein, pour mais peut-être 99% des Français de supposer ce qui allait se passer, ou ce qui se passait, qu'on allait des camps, arrivait directement, des trains arrivaient directement dans des camps, hein, et le travail des gardiens du camp, c'était de les éliminer à la cadence de 10 000 types par jour. Il y a un bouquin qui est remarquable sur ce sujet-là, c'est « La mort est mon métier », qui explique très très bien comment un Allemand, de la culture allemande, un bon Prussien, en est arrivé là, à diriger un camp et à se dire comment je vais réaliser l'opération de tuer et de brûler 10 000 à 15 000 types par jour. C'est mon problème. Hein, et il faut que ça se passe correctement, sans panique, sans rien, bien organisé, etc. Et tout. On donne des serviettes, on donne des savonnettes, on donne ceci, on tranquillise les gens jusqu'à la dernière des dernières minutes, et on les fait passer comme à l'abattoir. Mais c'était impensable. La France est dans l'ivresse de la libération. Charles Trenet et Yves Montand réenchantent la France. À Saint-Nazaire, quelques mois après la libération, Jacques, déjà chevalier de la Légion d'honneur, se verra décerner les insignes d'officier pour la défense passive et efficace de ses ouvriers. Il continuera à construire paquebots et cargos grâce aux nouvelles techniques de préfabrication et une énorme grue de 250 tonnes. Le plan américain Marshall favorise le redémarrage économique. La France se relève. Mais voici qu'une autre guerre s'installe, plus insidieuse. Les États-Unis deviennent une grande puissance, le bloc communiste fait face. C'est la guerre froide. La menace d'un conflit entre Américains et Soviétiques fait planer sur le monde un danger permanent. L'Allemagne est coupée en deux. D'un côté, l'Allemagne de l'Est dévolue aux communistes, de l'autre, l'Allemagne de l'Ouest. Le monde est symboliquement coupé en deux par ce rideau de fer. Ninon, fille de François, née à Bordeaux en 1946, puis Patrice, premier fils d'Henri, l'architecte, à Charenton. En 1949, la famille Bonafé, au contraire de Jacques Tati, ne proclame aucun jour de fête. Pourtant, en 1950, ont lieu 3 mariages, 3 vrais jours de fête.
En février, à Tudumat, en Indochine, William épouse Françoise Jamin. En août, Pierre épouse à Lille Suzanne Leclerc et à Bangui, en République centrafricaine, Marie-Louise, fille de Thérèse Bonafé et Christian Perrier d'Haute-Rive, épouse André Chéroux. André Chéroux sera intéressé par la République centrafricaine comme Michel Bonafé le sera par le Congo et André Bonafé par le Cameroun. Celle qui a souffert pour vous donner la vie et vous a donné son lait pour vous la garder. Elle est le premier visage que vous avez appris à connaître. Le premier mot que vous avez appris à dire, maman. Elle sait bercer les petits, calmer la terre, redonner aux grands la paix du cœur. Elle est la gardienne du foyer. Elle lui consacre des journées entières d'humble travail, d'obscur labeur, d'harassante besogne. Son foyer. Elle sait pourtant en être l'éclatante parure, la joie. Elle est prête à tous les renoncements. Elle consent au total sacrifice. C'est la mère. L'épouse de Stanislas, Clara Van de Vivre, meurt subitement le 3 février 1950 après une opération suite à une chute bénigne. Stanislas est veuf avec 5 enfants à l'âge des grandes décisions. Elle n'aura même pas assisté au mariage de son aîné Pierre ni vu grandir sa nombreuse progéniture. Les naissances se succèdent chaque année dans les familles de Stanislas, Jacques, William et François. Reims, Charenton, Bordeaux, Saïgon, Douai, Sainte-Adresse, Gand, sous l'œil encore bien éveillé de Charlotte Gossin, veuve d'Édouard devenue arrière-grand-mère après la naissance de Patrice en 1947, marquant le signal d'une nouvelle génération avec quelques artistes amateurs d'art, écrivains, architectes et médecins. Les petits-enfants de Charlotte seront les enfants de la télévision naissante et de la presse. Les années 50 annoncent pour la femme un statut social égal à celui de l'homme. L'économie accentue la séparation entre pays riches et pays pauvres. Le transport aérien va prendre une ampleur considérable. La navigation perd peu à peu son prestige industriel, même si des paquebots comme le Queen Mary, le Normandie, le France continuent de se croiser dans les mers. L'être humain part à la conquête de l'espace. Dans les années 50, les Bonafé continuent leurs histoires avec Paul en 51, Claire, Didier, Yves et Chantal en 52, Benoît en 53, Catherine en 54, Xavier et François en 55, Marc et Martine en 56, Thierry en 57, Jacques et Corinne en 58, Françoise en 59 et Guy en 60. Federico Fellini est en pleine Dolce Vita et Jean-Luc Godard est à bout de souffle. Et Dieu créa la femme pour Roger Blanc. Ah oui, il y a des petits boutons partout. C'est le commencement des boutons, quoi. Il y a beaucoup d'or, hein, beaucoup de diamants. Ils sont très riches, tous ces gens. Oui, celui-là aussi. Anita. La Dolce Vita. Et puis l'espace. Ah oui, la science. La science dans la mode, t'as vu le courage. Ouais, les belles années Carnaby Street. Et aussi les années de grisaille. Les années cabane à lapin. Et puis il y a de drôles de choses à la télé, crois-moi. Oh, Charles. Il y a, pour ce qui est de la France, ce qui se passe dans une maison, la maîtresse de maison, la ménagère, elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire, elle veut avoir une machine à laver, et même, si c'est possible, qu'on ait une auto. Ça, c'est le mouvement. En même temps, elle ne veut pas que son mari s'en aille bambocher de toutes parts, que les garçons mettent les pieds sur la table, et que les filles ne rentrent pas la nuit. Ça, c'est l'ordre. Et la ménagère veut le progrès,
mais elle ne veut pas la pagaille. Et bien c'est vrai aussi pour la France. Il faut le progrès, il ne faut pas la pagaille. L'après-guerre voit l'explosion de la société de consommation. La jeune génération acquiert une liberté que leurs parents n'avaient jamais connue. Les biens de consommation se multiplient, les mœurs évoluent, les jeunes commencent à constituer une cible marchande. Le traité de Rome ouvre la voie pour le marché commun. Le général de Gaulle établit la Ve République. 1 million de colons, les pieds noirs, seront rapatriés d'Algérie alors en pleine guerre d'indépendance. La France en tant qu'empire colonial n'est plus qu'un souvenir de plus en plus lointain. Les accords d'Évian signés le 12 mars 1962 reconnaissent l'indépendance de l'Algérie. Décembre 1976. C'est la nuit de la Saint-Sylvestre. Les mots d'ordre d'une heure à l'autre se radicalisent et les plus excessifs sont les mieux repris. Au soir, la tension est à son comble et l'atmosphère électrique entre manifestants et police qui quadrille le quartier. Alain Gesmar, secrétaire général du SNESU, se voit confier la tâche de faire baisser la... Comme Nanterre, au lendemain des premières heures entre les étudiants et les forces de police, a été le point de ralliement de plusieurs milliers de manifestants. Ce fut très vite la première bousculade. Puis les boulons et les pavés volèrent des mains des étudiants vers les CRS et les agents. Les boucliers se levèrent et les matraques aussi. Quelles sont les raisons de cette émeute? Elle n'aurait pas de mobile politique, bien que les leaders de la Fédération des étudiants révolutionnaires se réclament volontiers de Che Guevara, de Rudi Dutschke, voire de Pékin. Elle correspondrait par contre au désir qu'ont les meneurs de faire partir leurs troupes en guerre contre les structures universitaires. Pour la foule de ceux qu'exaltait une grande fête libératoire et qui n'avaient peut-être encore jamais participé à une manifestation, la stupeur puis la colère sont immenses. Cela n'empêche pas le festival de Cannes de s'ouvrir. Mais là aussi, brusquement, le vent tourne. Et l'on voit les cinéastes en compétition s'immoler au nom de la Révolution. Tandis que Jean-Luc Godard passe à coup. Il n'y a pas un seul film qui montre des problèmes ouvriers ou étudiants tels qu'ils se passent aujourd'hui. Il n'y en a pas un seul, qu'il soit fait par Forman, par moi, par Polanski, par François, il n'y en a pas. Nous sommes en retard. Nos camarades étudiants nous ont donné l'exemple en se faisant casser la figure il y a une semaine. Il ne s'agit pas ici de continuer ou de ne pas à voir des films
pour l'instant, il est évident que nous devons projeter et voir le plus de films possible. Et que c'est là notre but. Aujourd'hui ou demain, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de manifester avec un retard d'une semaine et demie la solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvriers qui se passent en France. La seule manière pratique de le faire est d'arrêter immédiatement toute projection. Non, Toute la culture, et le cinéma en tête, réclament une nouvelle morale, de nouvelles structures. Et tous sont là ou presque. Michel Deville et Pierre Prévert, René Alliot, Louis Malle, Pierre Castres et Alain Resnais. Qui donc croit encore éteindre l'incendie en expulsant les flammes de la tinière de... Je viens d'accomplir un voyage qui était peut-être un peu fatigant, mais qui était étonnant par le capital de sympathie et de respect pour la France qu'il a révélé dans ces pays d'Iran et d'Afghanistan. Maintenant, je rentre décidé à essayer de développer nos relations de toute espèce avec ces deux pays et décidé aussi, vous vous en doutez, à me préoccuper des affaires françaises sur lesquelles j'ai un certain nombre d'idées. Enfin, je ne vous les dirai pas tout de suite. Élu président de la République en 1974, Valéry Giscard d'Estaing doit faire face à une crise économique mondiale due en partie à la flambée des prix du pétrole. La société de consommation rentre dans son régime de croisière. La conscience des équilibres écologiques de la planète pointe timidement à la surface des débats. Truffaut est l'homme qui aimait les femmes. David Hamilton, le photographe des jeunes filles en fleurs, devient célèbre. En 1977, à Paris, Jean-Michel a un second fils, Lionel. Stanislas meurt à Gand à l'âge de 85 ans, ainsi que Françoise Jamas, épouse de William à Nice, un mois plus tard. Stanislas aura à peine vécu la naissance de sa première petite fille, Sabrina, fille de Paul, née à Carpentras le 26 février 1979. Jacques, entre-temps, débute sa carrière de comédien à l'écran par un rôle remarqué dans Anthracite d'Édouard Liamans. En 1980, lors de la naissance de Sébastien, fils de Jean-Michel, il jouera à l'île Britannicus, la tragédie de Racine, mise en scène par Gildas Bourdet. Mais le sort de Jacques, l'oncle du comédien, rejoint celui de son frère Stanislas. Jacques disparaît en 1981, tel un grand navire perdu dans les flots. Il rejoignait François, l'armateur bordelais. La coque métallique des cargos croiserait enfin le bois des navires marchands du XVIIIe siècle. La même année, Stéphane et Anne Gaël vont naître au moment où la gauche parvient au pouvoir avec François Mitterrand, plus de 40 ans après Léon Blum. Partout en Europe, le socialisme gagne du terrain.
En 82, c'est la naissance de Jérôme, deuxième fils de Pierre, à Amiens. À l'aube de 83, naissent à 2 jours d'intervalle dans la famille de Stanislas, Yasmine et Séverine, Sarim et Saram comme Tartine et Botteram de Carpentras à Gand. Les membres de la famille vont se perdre de vue. Depuis 1983, le cœur du festival s'est déplacé à 1 km de là, dans le nouveau palais. Cet immense bloc de béton, surnommé le bunker, abrite des dizaines de salles de projection et regroupe dans ses sous-sols ce qui est devenu le plus grand marché de cinéma du monde. Voilà, grosso modo, j'ai commencé par pas mal d'expériences théâtrales et eu un moment où j'étais en tournée de théâtre avec Les Bas-Fonds, c'est un beau spectacle que Bourdet, qu'on avait monté avec Gildas Bourdet, et Godard m'a téléphoné parce qu'il cherchait des comédiens, donc il passait des auditions, donc c'est plutôt le casting, l'inévitable Dominique Besnéard qui m'a appelé à l'époque. J'ai rencontré Godard, ce qui est une chose très impressionnante. C'est pour le cinéma, c'est peut-être un des noms mondialement très connus, qui fait comme un cliché, comme une image. Il y a beaucoup de noms de cinéastes qu'on affectionne, mais qui sont peu connus à l'étranger. Le sien était la marque d'un certain type de cinéma. Les auditions sont bien passées, où j'ai donc tourné avec lui, ce qui était quelque chose d'un peu impressionnant par rapport au peu d'expérience que j'avais au cinéma, et probablement par rapport à ma volonté de bien faire, sur laquelle lui a toujours un point de vue très contestataire. Il renvoie dans les cordes un peu des gens qui veulent bien travailler ou tout lui donner, et c'est un paradoxe assez passionnant mais complexe. Non pas plus classique, mais plus conventionnellement jeune homme et beau. Et puis il m'a dit, je t'ai pris parce que j'ai regardé les essais que tu as passés, et puis à un moment tu fais un geste comme ça, et peut-être ce qui est important, c'est que tu joues. Alors que l'autre que j'avais choisi, il jouait pas, il était le physique, mais quand je le filmais, c'était pas ça. Maintenant, ça m'a toujours donné l'impression du garçon, et je crois que ça correspond à la réalité, qui cherche toujours à entrer dans des rôles pas faciles, dans des rôles qui ne sont pas nécessairement pour plaire, hein, qui viennent lui apporter quelque chose de neuf. Hein. Je crois que c'est ça qu'il recherche. Alors effectivement, à l'origine du film, il y avait Isabelle Adjani. C'était un défi trop compliqué qui déréglait l'histoire, un défi que Godard a cherché plusieurs fois à tourner en quelque sorte avec des stars entre guillemets, comme pour contredire l'image qu'on avait d'eux. Ça s'est pas fait parce que c'était trop compliqué. Lui, il avait une exigence simple. Il disait, moi, je veux faire
un film amateur avec... il faudrait juste qu'il y ait un peu de lumière et puis pas de maquillage, parce qu'aujourd'hui, quand il y a du maquillage sur un plateau, ben, je crois qu'on parle plus du film. Les gens parlent des make-up ou bien parlent de Paris, mais ils ne parlent pas du film qui est en train de se faire. Alors, Isabelle Adjani n'a pas voulu faire le film sans maquillage. Ben, j'ai dit que c'était dommage. Et puis, donc, il a cherché une eau fraîche, une personne nouvelle. C'est ce qu'était Marouchka, quoi. Le film s'est déroulé pendant 2 mois en tournage à Paris, beaucoup de scènes dans un hôtel luxueux qui est le Concorde Saint-Lazare, non pas le Concorde Saint-Lazare, mais le grand Concorde Rivoli, et à Trouville, Normandie. Le récit du film était celui de Carmen, revu par Godard. Il appelait ça Prénom Carmen, et Carmen a été interprétée par une jeune débutante, effectivement une découverte comédienne d'origine hollandaise. Marouchka Detmers a été choisie par Godard après avoir rencontré de multiples actrices et de multiples formes féminines, de multiples possibilités de femmes, les unes très très mannequins, les autres très nature. Bon, à partir de là, j'ai, dans ma première période de cinéma, pas mal de rencontres avec le cinéma d'auteur français, avec beaucoup d'extrêmes. Alors, est-ce que c'est un hasard ou est-ce que je l'ai choisi? Je crois que je l'ai un petit peu choisi. Il y avait des propositions de films commerciaux ou, que j'ai parfois un petit peu évité ou que je n'ai pas réussi à placer dans mon emploi du temps. Et j'ai tourné, je ne sais pas si c'est à la suite de ça, La Tentation d'Isabelle avec Jacques Doyon. C'était vraiment là aussi un travail d'auteur, enfin, sous-entendu un peu confidentiel. Au départ, il y a peu de public pour ces films-là. Par contre, ils existent longtemps. Des gens les revoient 10 ou 15 ans après. Pourquoi? T'es mariée, t'as plein d'enfants? Non, je vis seule. Non, c'est juste que j'ai toujours pas trouvé le mec idéal pour partir en week-end. À qui le dis-tu? Moi, j'ai ni le mec, ni les réducs. Mais à l'époque, t'étais avec un mec très très mignon. Comment il s'appelait déjà? Pierre? Pierre? Bon, ça fait au moins 4 ans qu'on s'est pas vu, c'est bon. Enfin, tu peux pas être au courant. Je suis désolée, vous êtes plus ensemble, je Non, savais pas. non, il est mort. Mort? Mais comment ça, un accident? Non, du sida. De quoi veux-tu qu'on meure aujourd'hui? Par exemple, Jeanne et le garçon formidable, qui était un pari assez culotté de la part des 2 réalisateurs, parce que il n'y a rien d'inscrit, il n'y a pas de succès assuré aux comédies musicales. Et elle a très bien marché pour des raisons qu'ils ont vraiment voulu. Hein. C'est pas le coup du sort, et puis la chance, c'est vraiment... Oh, Jeanne, c'est la manif de la journée du désespoir, je t'en ai parlé. Et ça fait acte up, on est dans la rue pour gueuler un peu. Ah bah vous avez raison, c'est bien, faut gueuler, moi je suis à fond avec vous, ça peut pas continuer comme ça. Vous êtes rester là. Bah non, elle intéresse beaucoup. Oh mais je suis au tard, j'y vais. Ah, pardon. Que j'ai raté. Inutile de faire travailler René cet été. Non, c'est de produire avec lui. Tu as raison. Mais c'est pour son bien. Tu me trouves trop dur, c'est ça? Dur, toi, mon pauvre Paul. Tu te montres plus dur que tu ne l'es. Si seulement... Mon père est inspecteur du primaire, moi je ne suis qu'un petit instituteur de campagne. C'est ça que je ne veux pas pour les enfants. Non. Bon, d'accord. Je vous laisse. Non. Je suis bien contente de vous voir. C'est pour un soin? Non. C'est sûr, hein, parce que je peux rester sinon. Non. Bon bah, au revoir, Rogette. Au revoir. Non, tu finis à quelle heure? 20
9h, 9h30, je sais pas. On doit finir une épilation pour une copine de ça. Ça, bon. Qui c'est celui-là? Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a, les toutes là-bas? Changer d'air, sans doute. Oui, quoi? Bah, pourquoi pas? Il faudrait essayer. Dans les années 80, naissent Aurélie et Melvin en 84, Jean-Louis en 85, Hugo en 86, Yuri et Edwin en 87, Thibaut et Léon en 88, et en 89, Maxime Séraphin Marie, né à New York. En 1990, c'est la mise en service du TGV Atlantique. La technologie triomphe. La communication n'a plus de limite. Avec le programme Ariane, la France est une puissance de l'espace. L'Airbus européen est un succès commercial. Internet entre dans la vie économique et sociale. Les téléphones portables se multiplient. Le TGV bat des records de vitesse. Métro, RER, tramway améliorent les transports en commun. Le tunnel sous la Manche relie la France à l'Angleterre. Les télévisions câblées multiplient les programmes. D'impressionnantes réalisations architecturales se réalisent avec la Géode et la Grande Arche à Paris et le Parlement européen à Bruxelles. En Belgique, la communauté wallonne et flamande tente à se séparer politiquement et économiquement. Les premiers Bonafés du Nord sont loin de la culture de leurs ancêtres. L'Europe deviendra-t-elle vraiment ce qu'elle tend à devenir? Unie et solidaire? C'est pas dit. Raoul, Willem, Rémi, Marlène, Johanne, Anaïs, Karl et Yeva sont les enfants de la dernière décennie du deuxième millénaire. Une société en proie à sa soif de consommation, à l'influence décisive des médias et aux superstructures économiques. Ils seront les descendants d'un passé trop vite oublié. Ils sont notre futur. Ce documentaire leur est dédié. Dans un monde où l'homme est de plus en plus déraciné, individualisé, manipulé, il est important de se souvenir de nos ancêtres les plus marquants. Samuel au siècle des marchés et des marchands. François au siècle du négoce et des colonies. Edmond et Jules au siècle des collectionneurs et des nouveaux mouvements dans l'art. Jacques au cœur de la révolution industrielle et de la métallurgie. Son petit-neveu Jacques, enfant du cinéma et du théâtre. Un marchand, un armateur, un érudit, un artiste, un ingénieur, un comédien. Ils auront su développer leurs dons, capacités et occupations en suivant leurs désirs et surtout en suivant le courant naturel des besoins et préoccupations d'une société toujours grandissante. De Bordeaux à Gand, d'Oran à Saïgon, des vies, des demi-vies passées pour les uns, oubliées pour les autres mais restées vivantes. Qu'ont-ils réussi? Ont-ils eu une vie bien ou mal vécue? Que deviendrons-nous? Où irons-nous? Le voyage continue à travers les mémoires et les continents, les sursauts de l'histoire, la trame de nos vies.